Bonjour, je vais vous parler des raisons de l'infidélité dans le couple et si, de nos jours, en 2013, l'infidélité est quelque chose d'accepté ou non. Lors des premières 10 minutes, je vous donnerai des faits prouvés par des professionnels comme des docteurs et des psychologues et par la suite, pendant 2 minutes, je vous donnerai mon opinion sur la question. Premièrement, l'infidélité dans le couple. Selon Yvon Dallaire, psychologue-sexologue, l'infidélité est l'épreuve la plus redoutée des couples. Sur le site psychologue.com, un article d'Hélène Fresnel parle de pourquoi nous passons à l'acte. Madame Fresnel soutient que nous passons à l'acte car nous rejoignons une histoire familiale. Pour appuyer ses dires, nous avons un témoignage de Roman, 42 ans, qui dit « Mes parents ont toujours eu des amants et je n'ai pas d'enfants. Pour moi, la fidélité n'est pas une valeur. C'est un schéma social, religieux, sociologique qui ne me concerne pas. Je passe à l'acte quand quelqu'un me plaît, que l'on se braille et que j'ai envie de faire l'amour. Je ne le dis pas ensuite à celle que j'aime. » La psychanalyste Elsa Kaya déclare par la suite que quand on passe à l'acte fréquemment, on rentre dans une problématique familiale que l'on retrouve et recrée à sa manière. On se met toujours dans les mêmes positionnements, à la même place. Pour continuer sur la même lancée, Hélène Fresnel recueille un témoignage de Lola, 29 ans, qui décrit et prouve que cette théorie n'est pas idiote. Lola dit que quand elle a appris à 18 ans que son père était infidèle à sa mère, dans la semaine suivante, elle le devenait aussi. J'avais 18 ans et étant petite amie, je me disais que je ne serais la femme que d'un seul homme. Et puis, ma mère a découvert que mon père la trompait. Il n'a pas démenti. Il est même parti s'installer avec l'autre. Pendant un moment, un espace s'est ouvert et j'ai pensé. On peut vouloir à tout prix être fidèle à quelqu'un, en faire un principe, comme c'était le cas pour ma mère. Et puis, on peut aussi savoir qu'il y a autre chose, transgresser l'interdit. Je n'ai plus eu envie d'être la femme d'un seul homme. J'ai quitté mon petit ami et j'ai pris 3 amants, en même temps. Chacun avait une fonction définie, raconte Lola. L'un pour la dorloterie, l'autre pour le sexe, et le troisième pour les sorties. Mais rien n'allait en fait. Je cherchais, j'avais envie d'un amour. Le deuxième point de vue d'Hélène est que nous passons à l'acte car nous séparons sexe et sentiments. Pour son article, elle prend une citation de Freud qui dit bien ce qu'elle avance. Là où ils s'aiment, ils ne désirent pas, et là où ils désirent, ils ne peuvent s'aimer. Encore une fois, elle appuie ce qu'elle dit par un exemple. Virginie, 34 ans, dit « Mon mari avait une libido très basse. Le sexe ne l'intéressait pas beaucoup. C'était un peu comme si j'avais épousé mon père. Et puis, il y avait les autres, des amants fugaces, que je ne prenais que pour le sexe. Je changeais tout le temps, mais je n'étais jamais satisfaite, durablement parce que je ne les aimais pas. » Le troisième point qu'Hélène soulève dans son article est que nous n'existons que dans la séduction. Et elle dit que celle-ci monte à la tête de certaines personnes qui recherchent les regards des autres à tout prix. La personne recherche la preuve de son existence dans les yeux de l'autre. Le quatrième point est que quand le couple traverse une crise, cela entraîne parfois l'infidélité. Selon un autre témoignage d'Elsa Kaya, elle écrit que certains passent à l'acte car ils ne veulent pas voir les difficultés. Ils ont besoin d'une autre liaison pour nourrir l'officiel, de compenser pour s'aveugler et ne rien régler. En trompant, ils s'accusent de la dégradation de la relation et se culpabilisent. Ils se rendent responsables de la situation. Ils maintiennent ainsi le fantasme de la perfection du partenaire idéal tout en ayant l'illusion de tout contrôler, de croire que c'est à cause d'eux que rien ne va. Ce phénomène complètement névrotique est très répandu. Elle continue sur le sujet en prenant une confession de Marion, 40 ans, qui dit qu'il n'était jamais là, qu'il s'empêtrait dans une histoire familiale atroce peuplée de suicides, et était trop absent, trop préoccupé. Dans cette atmosphère mortifère, je ne le reconnaissais plus. J'ai eu besoin de vie, il me fallait de l'air, sinon, moi aussi, je me serais tué. Je me suis amouraché de mon professeur de danse, c'était une passion très sexuelle. Elle a finalement rompu avec son amant, après avoir longuement discuté avec mon époux. Je ne lui ai jamais avoué que je le trompais, mais je lui ai parlé de nous, de notre relation qui s'effilochait. Il a compris, il a changé d'attitude, il est revenu vers moi. Je ne regrette rien, notre liaison est toujours aussi forte, peut-être même plus qu'avant. Prenant une confession pour son article, Delphine, 38 ans, dit « Je ne voulais pas le voir, je sortais d'une fausse couche, qui avait achevé de nous détruire. Pourtant, Paul et moi avions fait des efforts. Nous étions allés voir un psychologue, même un sexologue pour relancer la machine, mais rien n'y a fait. Elle est passée à l'acte avec un homme, rencontré par hasard, avant de quitter son époux. » Le cinquième argument qui nous pousse à l'infidélité dans le couple est selon les professionnels rencontrés par la rédactrice de l'article et que nous sommes submergés par le désir. Encore une fois, elle prend le témoignage d'une personne pour appuyer ce fait. Cette fois-ci, c'est Anna, 45 ans, qui nous raconte que, à une fête de l'école de son fils, Anna a fait la connaissance de François, un parent d'élève. Au départ, elle le trouvait juste sympa. Ils se revoyaient au hasard de sortir avec des amis communs,
en tout bien tout honneur. Un soir, lors d'un dîner, il lui frôle le bras. J'ai été électrisé. Après, je n'arrêtais pas d'y penser. C'était plus fort que moi, quelque chose que je ne maîtrisais pas. J'ai attendu plusieurs mois et, un matin, je l'ai appelé. On s'est retrouvés dans un café. Je lui ai avoué que je le désirais. Il était stupéfait, m'a-t-il dit. Ensuite, il m'a appris qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Quelques heures plus tard, il m'a rejoint chez moi. Mon mari rentrait dans 3 heures. J'étais dans une espèce d'inconscience. Je me culpabilisais. J'étais juste inquiet. Je ne me culpabilisais pas, pardon. J'étais juste inquiète parce que je n'avais jamais trompé Marc. Que je n'étais pas sûr de savoir faire l'amour avec un autre. Mais tout s'est merveilleusement bien passé. Notre adultère a duré de longs mois. Nous avons fini par nous séparer de nos compagnons et par vivre ensemble. Le 6e point est un peu plus étrange aux premiers abords, mais il se tient grâce aux explications qui arriveront sous peu. Ce point parle de l'infidélité, est en partie due à la crise. Elle utilise le témoignage de David Boss, un professeur de psychologie qui nous dit que la récession diminuerait le sex appeal de notre partenaire, qui deviendrait moins puissant, donc moins attrayant à nos yeux. D'où la tentation de regarder ailleurs. Ceux qui se sentent effectivement mis en danger par la situation économique auraient par ailleurs tendance à chercher du réconfort et une revalorisation narcissique à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de leur couple. Et enfin, pour finir cet article assez constructif sur la raison de l'infidélité, parlons du 7e et dernier point amené par Hélène Fresnel dans son article. Je l'ai trompée pour rompre. Pour finir, elle a recueilli un témoignage plus long que les autres qui nous est livré par un anonyme. Voici ce témoignage. J'avais une vingtaine d'années. C'était ma première relation importante. On était étudiants. Marie avait 50 plus que moi et elle envisageait quelque chose de sérieux. Je n'étais pas contre, mais j'avais aussi envie de profiter de la vie. Au bout de 2 ans, nous nous sommes installés ensemble. J'avais commencé à travailler. Elle continuait sa licence d'histoire de l'art, tout en faisant de petits boulots. C'était une fille très sérieuse, organisée. Elle a commencé à me parler d'enfants. Je ne me sentais pas du tout prêt pour la vie de famille. J'essayais de m'accrocher à ce modèle qu'elle me proposait, parce que le temps avait vraiment soudé nos liens, mais ça ne me convenait pas. Mes copains me disaient, attends, à l'âge que t'as, tu vas pas t'emmerder avec une nana. Regarde toutes les filles autour de toi. T'accroches pas à une fausse histoire. Et j'étais sensible à leur discours. Je me rendais compte que même si ça n'allait pas trop mal à la maison, qu'elle était très amoureuse, je regardais ailleurs. Je commençais à sortir, à rentrer tard sans me soucier d'elle. C'était d'autant plus facile qu'elle était passive. Je ne craignais pas ses réprimandes. En revanche, elle pleurait quand je revenais de les virer. Un soir, j'étais dans un café avec des copains. Ils sont partis. J'ai commencé à discuter avec une femme seule accoudée au bar. Je me suis confié. Je lui ai dit que j'étais en couple et que je ne pouvais pas m'engager. Elle ne m'a pas rejeté. Elle s'en moquait. On était allé chez elle. J'étais très excité. Allais-je ou pas sauter le pas? Mais après avoir fait, tout s'est fané. J'ai éprouvé un énorme regret. Je m'étais laissé aller. J'avais trahi, je me sentais coupable. Je suis rentré au petit matin. Marie m'a questionné. Je lui ai menti. J'ai revu 1 ou 2 fois ma maîtresse d'un soir, puis j'ai arrêté. Mais le verre était dans le fruit. Je rentrais à la maison avec une boule dans le ventre. Je me détestais d'avoir fait ça. Tout s'est pourri petit à petit. Marie était de plus en plus triste. Au bout de 3 semaines, l'image de moi-même que je me renvoyais, les conséquences de mon passage à l'acte, celle d'un salaud, celle d'un bourreau, m'est devenue insupportable. Je lui ai tout avoué, et nous avons rompu. Rétrospectivement, je pense que j'ai été piégé par les sentiments de ma compagne et que je n'osais pas tout arrêter. La tromper, c'était rendre la rupture irréversible, parce que ni elle ni moi ne pouvions supporter de faire tomber son piédestal, notre vision idéale du couple. Deuxièmement, passons à mon deuxième aspect qui est, de nos jours, l'infidélité est-il quelque chose d'accepté ou non? Yvon Dallaire, psychologue et sexologue, nous raconte que 75 à 90% de la population désapprouve l'infidélité, mais que 20 à 50% des femmes et 30 à 60% des hommes auraient une aventure sentimentale ou sexuelle extra-conjugale. On évalue donc à 75% le nombre de couples qui seront aux prises avec l'infidélité, un jour ou l'autre. Par ce fait, nous pouvons donc en déduire que l'infidélité est très répandue. Mais est-ce bien accepté? C'est le docteur Desvaux qui répond à notre question en nous parlant un peu plus de l'infidélité de nos jours. Dans notre société occidentale, l'infidélité n'est plus condamnée aussi sévèrement qu'autrefois. Ainsi, ce n'est plus la première cause de divorce. De plus, le décalage de jugement entre infidélité masculine et féminine s'est considérablement atténué. Auparavant, l'infidélité féminine était jugée comme une faute grave. La femme portait les enfants. Il était donc mal vu qu'elle prenne le risque d'un accident avec un autre homme que son conjoint. Il y avait une idée de respect de la lignée. Cette donnée a changé avant l'arrivée des moyens de contraception. Même si la pilule et le préservatif n'ont pas fait augmenter l'infidélité féminine,
Pour autant, néanmoins, de nombreuses cultures moins permissives punissent encore l'adultère féminin de la peine de mort. Une statistique intéressante est que 50% des cas d'infidélité met en scène des collègues de bureau. Il est aussi bon de noter que l'homme saute plus souvent la clôture que la femme. Monsieur Daller nous raconte aussi que seulement 35% des couples survivent à l'infidélité et que les hommes et les femmes ne sont pas infidèles pour les mêmes raisons. Il dit que les hommes, c'est pour le sexe, et les femmes pour l'affection. Mon opinion sur la question. Tout d'abord, sur la question pourquoi nous sommes infidèles, je suis d'accord sur presque tous les points apportés par l'article plus haut. Cependant, je trouve cela un peu tiré par les cheveux, le point qui est en rapport avec la crise financière. C'est vrai que le stress et la pression peuvent amener une infidélité, mais alors, la cause n'est pas la crise, mais le stress et la pression sur nos épaules. Ensuite, il y a certains témoignages, comme celui de Marion, 40 ans, qui dit qu'elle a trompé son mari car il y avait beaucoup de suicides dans la famille et qu'il s'éloignait. Après cela, elle dit qu'elle ne lui a jamais avoué ses liaisons, mais qu'elle lui avait parlé et qu'elle dit qu'elle voulait qu'ils se rapprochent. Elle finit son témoignage en disant qu'ils sont beaucoup plus proches et soudés ensemble. En lisant ce passage, j'ai tout de suite trouvé cela complètement idiot, car celle-ci nous raconte que leurs liens sont plus forts, mais leurs liens sont plus forts dans le mensonge. Si un jour cela devait venir au grand jour, je ne pense pas qu'ils restaient ensemble. Elle a très mal agi en ne lisant pas la vérité, ou toute la vérité au complet. Sur le deuxième aspect, je pense que l'infidélité est plus répandue en 2012, car nous sommes un monde qui veut toujours plus. Par exemple, le nouveau iPhone sort. Tout le monde le veut, même si celui qu'ils ont depuis 1 an marche encore très bien et fait le travail. Alors maintenant, ramenons celle-là à l'infidélité. Une personne pourrait, comme l'iPhone, se lasser de sa relation et chercher de l'amusement ailleurs. Cette personne ne cherche pas à quitter sa vraie relation, car c'est un univers stable et connu. De plus, le fait que nous soyons un monde libre, plus libre, et qu'il y a longtemps que le mariage n'est plus quelque chose d'indissociable, fait, à mon avis, grandement augmenter le taux d'infidélité. Pour finir ce long texte, je pense que l'infidélité est donc plus présente, mais peut se contrer si nous connaissons notre conjoint ou notre conjointe. Et le dernier point que j'amène est que s'il n'y a rien d'anormal dans le couple, il y a très peu de chances que cela arrive. Merci beaucoup.